Bonjour tout le monde, donc on démarre tout de suite. Merci pour votre patience. En fait, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour la première rencontre Blogging Café de la reprise. Blogging Café, pour les gens qui ne connaissent pas déjà, c'est un projet événementiel en fait que j'organise moi-même, qui est autour de l'écriture et la culture à l'ère du digital. Et en fait, aujourd'hui, j'invite mon ancien et cher professeur Ayoub Bouhoufou, qui va nous parler de l'écriture en général et l'écriture féminine en particulier. D'ailleurs, moi j'ai envie de faire un point là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment une écriture féminine et une écriture masculine? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et puis on va voir le cas d'une femme qui s'appelle Maryam Bembark. C'est le choix bien sûr de mon cher prof, qui en fait elle a écrit le scénario d'un film qui s'appelle Sophia et ensuite elle l'a réalisé elle-même. On va voir tout ça avec Monsieur Ayoub Bouhoufou. En fait, ce que je tiens à présenter aussi quand même, c'est un prof de l'enseignement supérieur en linguistique cinéma et audiovisuel, directeur du laboratoire L'Impact, langue, identité, médias, patrimoine, culture et tourisme. Il est responsable pédagogique de la filière cinéma ECAM, qui veut dire études cinématographiques, audiovisuelles, la faculté des lettres Qada'iyat de Marrakech. Je suis très contente que je sois parmi vous aujourd'hui au salon de la maison Denise Masson. Autrefois, c'était à l'Institut français Route de Talga, mais là, on est en train d'essayer aussi un autre espace. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Ayoub Bouhoufou. Merci cher public, merci Madame Maryam pour cette belle initiative et cette belle occasion. C'est vrai que nous manquons un petit peu de rencontres et je suis content d'être ici avec vous et d'être aussi dans un espace féminin, un espace connu par l'écriture. C'était une femme qui a traduit le Coran, donc Denise Masson, donc c'est vraiment à mon avis une belle coïncidence. Donc je pense que le choix du titre l'écriture féminine n'est pas un choix gratuit, dans le sens où depuis plusieurs années je travaille sur tout ce qui concerne la femme. D'abord dans ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en France à Lyon 2, j'ai travaillé sur les femmes dans la littérature. Par la suite j'ai donc travaillé dans la publicité à Paris, où j'ai travaillé sur vraiment les objets féminins, le sac à main, etc. En venant à Marrakech, donc j'ai monté un atelier cinéma et audiovisuel, et par la suite la filière cinéma. Donc le travail sur tout ce qui concerne la femme m'habite toujours, et en venant bien sûr en travaillant ici à la faculté en tant qu'enseignant, nous avons pu par la suite, grâce au laboratoire, décrocher un projet avec le CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technique, c'est l'équivalent du CNRS, et on travaille sur la question de la femme dans les médias, l'image de la femme dans les médias. Quelle est l'image que les médias donnent de la femme marocaine, je parle surtout du Maroc, donc étant donné que, bon, il est vrai que je suis entre les deux cultures, mais je suis aussi marocain. Et la question de la place de la femme dans les médias m'a toujours intéressé, à tel point que j'avais toujours écrit sur cette question. Et j'ai remarqué, il est vrai, ces 2 dernières années, surtout pendant le mois de Ramadan, les séries télé à la télévision qui passent, donc la SS, pour ceux ou celles qui ont vu les séries, on voit quand même une nette amélioration de l'image de la femme. Ce n'est plus la femme, c'est-à-dire que c'est d'abord une femme, je pense, qui a écrit, d'ailleurs on l'avait invité à la fac, et puis on donne une image qui est plutôt positive. C'est pas la femme qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, etc. Donc l'écriture a changé, l'écriture cinématographique a changé. Elle a changé parce que les réalisateurs eux-mêmes ont été sensibilisés à cette question de la femme, parce que je pense, en écrivant leur scénario, ils ne pensaient pas vraiment à l'image qu'ils vont véhiculer des femmes. Donc le choix de ce titre n'est pas un choix qui vient du hasard, c'est un choix qui
qui a un cheminement, qui a eu une histoire dans ma carrière universitaire, professionnelle et de chercheur. Et donc, bientôt, on va sortir un livre avec certains collègues qui sont ici, Mouad, etc. On va sortir un livre sur la femme dans le cinéma marocain. Donc, c'est quelque chose que nous portons comme souci en tant que chercheurs. Il est vrai que être une femme au Maroc, je ne parle pas là du cinéma, mais c'est porter un poids lourd. Un poids lourd. C'est-à-dire, il faut adapter son paraître, etc. Et donc, la question du corps, qui est toujours liée au sacré, et ça, on en a toujours des histoires comme ça au quotidien, elle est très, très présente. Alors, il y a, si on peut, je vais commencer avant de parler du film Sophia et de vous présenter quelques séquences, et aussi la surprise que nous a préparée Mariam, c'est aussi de faire parler la scénariste et la réalisatrice. Donc, je pense que pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la manière avec laquelle on va gérer cette conférence, si on peut appeler ça comme ça, c'est que je vais d'abord commencer par un constat sur ce qui se passe ou ce qui se passait au niveau du cinéma au Maroc. Ensuite, on va voir le cas du film Sophia, d'abord le prénom féminin, réalisé, écrit par une femme, et on va choisir 3 séquences qu'on va présenter une par une, qu'on va commenter ensemble, si vous voulez. Mais avant, on va donner la parole à la réalisatrice Mariam Ben Barak, qui va nous parler de chaque séquence ensuite, c'est-à-dire comment elle l'a pensé, comment elle a pensé l'écriture, avant de voir ce qu'elle a pensé écrit à l'écran. Voilà un petit peu le déroulement de cette conférence. Donc le constat. Le constat est un constat plutôt... il évolue dans le bon sens, pour ne pas être négatif. C'est un constat plutôt... donc quand on remarque tous les films qui ont été faits par les cinéastes, c'est souvent... si on voit par exemple Nargis Najah dans Les yeux secs, pour ceux qui l'ont vu, c'est une image sur une femme qui est exploitée sexuellement. Et c'est des femmes qui ne cherchent pas à s'en sortir, même si elles sont pauvres. Donc elles subissent leur destin et leur quotidien de manière... Ils se résignent à ce destin. Il n'y a pas vraiment une volonté de la part de ces femmes de s'en sortir. Si aussi... donc Nargis Najah, c'est quand même une femme qui a toujours cherché à... je pense que vous la connaissez, Nargis Najah. Je commence par elle parce que c'est une dame très connue, c'est une référence dans le cinéma, c'est une féministe, elle a essayé d'aider la femme à s'en sortir. Mais, en voulant l'aider, il a essayé de faire en sorte que... Bon, l'image qu'il donne de l'homme, c'est vrai, il est un petit peu discutable, mais elle a essayé de l'aider en essayant de faire en sorte que la femme peut vivre sans l'homme. Ou, c'est dans le dernier film qu'il a fait de L'amant du Rif, ou l'avant-dernier, où l'histoire se passe dans une prison, il n'y a que des femmes. C'est-à-dire que dans l'idée qu'on peut vivre sans les hommes. C'est un peu, plus ou moins, me semble-t-il, pas facile. Si on prend la manière de voir les choses de Saad Shraibi, si on prend femme et femme, c'est plutôt, Nissa ou Nissa, c'est plutôt des femmes qui sont autonomes, le muallima, l'institutrice, la fonctionnaire, la femme qui travaille, c'est la femme qui est autonome et qui n'a pas besoin de l'homme pour vivre. Donc on a un petit peu ce désir chez Saad Shraibi de vouloir vivre sans l'homme et de rompre par là avec ce qu'on nous a appris de génération en génération, c'est-à-dire nos grands-mères, il faut quand même se marier, avoir des enfants, c'est la vie, on ne peut pas y échapper. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une volonté chez Saad Shraibi, donc si vous voulez, c'est un peu des auteurs, des réalisateurs un peu, pour moi, classiques maintenant par rapport à la génération de Mariam Ben Barak, la génération d'aujourd'hui.
si on prend un autre réalisateur, comme Fawzi, je pense que Fawzi Messaidi, si on prend 3W ou Mort à vendre, pour ceux qui l'ont vu, Mort à vendre, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime, donc il y a une relation d'amour, et qui vont faire un hold-up pour pouvoir avoir de l'argent, pour aller vivre ailleurs, voilà. Sauf qu'à la dernière minute, qu'est-ce qui va se passer? La femme va trahir le garçon, elle va partir avec l'argent. Le dernier plan de Mort à vendre, c'est un plan un peu à l'envers. On voit le personnage, la tête à l'envers, donc dans le sens où vraiment il est perdu. Donc voilà, le film se termine par cette image de la trahison du personnage féminin, et en quittant la salle, on quitte la salle avec cette image négative, c'est-à-dire une femme qui mérite pas d'être aimée. C'est-à-dire on peut l'aimer, on peut lui faire confiance. Alors la scène finale, c'est comment? Ils arrivent à la gare routière, c'est comme Bab Doukala. Ils rentrent tous les deux pour prendre le bus pour partir, pour fuir la ville. La fille lui dit, donc c'est elle qui a l'argent, lui dit « Attends-moi un moment, je vais rentrer dans les toilettes et je ressors. » Elle sort par la porte, mais il y a une autre sortie de l'autre côté. Ça, il ne le savait pas. Donc il a commencé à attendre. C'était un personnage, le rôle était joué par Ben Shemsi Fahd. Il attend. Le spectateur aussi attend. Mais on ne s'attend pas. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Donc la fille est entrée par une porte, elle est sortie par l'autre. Donc même le spectateur, il est un peu perdu. On croyait un happy end à la fin, ça y est, tout le monde est beau, la vie est belle, le bisou final, c'est bon, tout se passe bien. Eh ben non, à la dernière minute, ça c'est Fawzi Messaidi. Donc Fawzi Messaidi, vous savez, c'est un auteur, réalisateur qui a vécu à l'étranger, qui a vécu en France, il a une mentalité, il a fait ses études aussi au Maroc, jusqu'au bac, après... Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours cette image de la femme qui est véhiculée dans les médias, dans le cinéma. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, la lumière s'allume, on était dans le noir, et hop, on a la lumière. Qu'est-ce qu'on garde en sortant de la tête? La femme. Elle n'est pas prostituée, elle n'est pas sorcière. Elle est... Voilà. Voilà, donc vous voyez un petit peu... Tout ça, je l'avais dit, je l'ai dit au réalisateur, ils l'ont lu, après... Ça, c'est Fawzi Messaidi. Si on prend Naoufal Barawi qui a fait Youm Walila, c'est toujours la femme qui est là, mais il y a toujours, dans la plupart des films, que ce soit 3W, 3 ou le Youm Walila, il y a toujours le thème de la prostitution. C'est la femme qui se prostitue. Comme dans Les Yeux Secs, Youm Walila, c'est pareil. Donc, à la télévision, on ne parle pas de ça, mais on fait la femme de ménage, etc. La femme qui n'est pas très intelligente, qui commère, etc. Donc, voilà. Donc, de manière générale, il y a un constat qui est pas du tout... donc, il y a la superstition. Si on prend le dernier film de Zinedine, qui a fait un film qui est connu quand même, c'est un réalisateur qui vit à l'étranger, il vit en Norvège, donc il a quand même une écriture, une manière de voir les choses. Il a fait le dernier film, La Guérisseuse, Mbarka. D'ailleurs le titre Mbarka. La Guérisseuse, c'est une femme qui utilise ou qui abuse de la naïveté des gens et qui n'est pas du tout Mbarka comme le disent. Donc voilà, donc c'est aussi une image pas du tout... Donc, les hommes et les femmes, bien sûr... Alors, Yasmina Qsari, elle a fait L'enfant endormi. C'est le seul film qu'elle a fait, produit par un Belge, un producteur belge. Et donc c'est le thème de la superstition. Comment une femme va endormir un bébé en attendant le retour du mari qui est parti travailler à l'étranger. Donc le mari est allé travailler à l'étranger. La mère qui habite à la campagne, va donc endormir le fœtus dans le ventre en attendant le retour du mari,
qui ne reviendra jamais d'ailleurs, comme dans 3W. Donc là, on va bien sûr, c'est la femme qui croit à la magie, à la superstition. Hein. Et puis, oui, vous pouvez... Excusez-moi, je n'ai pas compris ça comme ça, parce que l'enfant endormi, où est le règle? On le dit quand une femme trompe son mari. Bah, je reviens à ça. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas le dire, mais on nous fait croire qu'il est endormi, je sais. Mais derrière ça, il y a une malice populaire. Je suis tout à fait d'accord, mais je voulais pas. Voilà, mais ça c'est la deuxième lecture qui est d'ailleurs comme pour le mari quand il y a un bébé qu'il a eu avec une autre femme. Les grands-mères avaient trouvé une solution, c'était de mettre le bébé devant la porte de la maison et on ouvre le matin la porte et hop, il y a un bébé, Dieu l'a fait, allez on le garde, là, mais c'est le bébé qui l'a, voilà. Bon ça, on n'entre pas dans ces détails-là, mais on a compris qu'il y a derrière bien sûr la superstition, etc. Il y a quand même la ruse populaire marocaine qui est très présente dans le voilà. Donc maintenant, quand on voit des scénaristes et des femmes qui écrivent, je pense que les séries télé pendant le Ramadan, c'est une scénariste marocaine, jeune, qui a envie aussi de donner une image très positive de la femme marocaine dans les médias, à la télévision. C'est bien, c'est-à-dire on voit des femmes qui travaillent, des femmes qui réfléchissent, pas des femmes belles aussi. On voit pas que dans les séries turques, etc. Donc il y a un petit peu un travail sur l'écriture des personnages au féminin, qui est très intéressante. Et on en voit maintenant, il y a le film Morjana de Jamal Suissi qui vient de sortir, qui a eu un prix à Alexandrie, Morjana. Il paraît qu'il donne une image aussi, ce que j'ai lu, je ne l'ai pas vu, et donc il y a un peu une volonté de vouloir donner une image quand même positive de la femme, parce que c'est quand même des images que nous consommons, que notre imaginaire retient et qui sont très importantes. Voilà le constat tel qu'il est. Donc il y a aussi, je pense, donc il y a bien sûr d'autres films là, qui sont sortis récemment. On voit un petit peu parfois l'image. Donc voilà, bon. Pour le film Sophia de Miriam Ben-Bark, elle a choisi comme, par le titre, et puis comme moteur dramaturgique, si on peut dire ça comme ça, le déni de grossesse. Le déni de grossesse, c'est le fait de ne pas, soit parce que la personne a subi un viol qu'elle n'a pas pu accepter, assumer, soit parce qu'il y a l'inceste, soit parce qu'elle a eu une relation et ne s'est pas rendu compte de sa grossesse, à tel point qu'elle va la renier en essayant de faire en sorte que pendant des mois et des mois qu'elle n'est pas enceinte. Et donc elle va dénier sa grossesse. Et donc le choix de ce thème pour Miriam Ben-Bark est très intéressant parce que souvent ça arrive que 7e, 8e mois, c'est là où la personne se rend compte qu'elle est enceinte. Et moi je peux vous le dire que ça existe, on n'en parle pas beaucoup mais ça existe. Et sauf que l'accouchement se fait dans la douleur, la solitude, voilà, elle se fait dans des conditions parfois très lamentables, donc voilà. Et donc elle a choisi un sujet qui est quand même très... Enfin, le déni, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est le moteur qui va permettre au film d'exister. Et on va écouter donc l'idée de Sophia, de Miriam Ben-Bark, qui va parler pourquoi elle a choisi ce sujet et de quoi parle de manière générale son film. Oui, justement. Malheureusement, on ne peut pas avoir physiquement Miriam Ben-Bark parmi nous, mais c'est une jeune réalisatrice que j'ai croisée moi-même, ici même à la maison Denise Masson et ailleurs. Et en fait, on lui a dit justement qu'on est en train de programmer son film. Et M. Bouhouhou lui a posé quelques questions que j'ai transférées à elle. Et puis elle nous a envoyé les réponses en audio sur WhatsApp que nous allons écouter tout de suite. Bonjour, alors merci à tous d'être venus pour découvrir mon film. C'est toujours une grande joie de savoir que 3 ans après la sortie de mon premier film, il continue à voyager, il continue à aller rencontrer le public et surtout au Maroc. Donc je suis très très contente. Merci d'être là.
Alors même si j'aurais beaucoup aimé être là pour vous rencontrer, malheureusement c'est pas possible. On m'a envoyé quelques petites questions auxquelles je vais répondre avec plaisir. Alors donc je vous lis les questions et ensuite je réponds. Alors, pourquoi le choix du sujet du déni de grossesse pour écrire le scénario de Sophia ? Alors, donc pour moi, en fait, le déni de grossesse de Sophia n'est pas du tout le sujet du film. Pour moi, le sujet du film, c'est le rapport de pouvoir qu'il y a entre les différentes classes sociales au Maroc. Et le déni de grossesse est plutôt en fait l'élément déclencheur qui va me permettre en fait de raconter mon sujet. Symboliquement, en fait, le déni de grossesse déjà va raconter ce que je veux dire aussi du déni de la société et plus largement du déni d'une certaine bourgeoisie par rapport à ses privilèges. Et surtout, le déni de grossesse va pour moi en fait simplement me permettre d'installer un élément fort et inattendu dès le début du film, parce que j'avais envie en fait de commencer le scénario par voilà quelque chose de très fort et d'inattendu qui allait nous propulser dans l'histoire de Sophia de manière un peu presque brutale. C'est ce que je cherchais à faire, et donc le déni de grossesse m'a permis de faire ça. Pourriez-vous nous parler de l'écriture du début du film, Sophia qui est debout, et de la scène du repas et la discussion entre les personnages? Donc, merci Marim. Les deux sont mariés maintenant. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est que Marim Mbark, il ne vit pas au Maroc. Enfin, je sais qu'il vit à l'étranger. Et son film n'a pas eu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir au Maroc, à part sur Netflix. Mais je sais que son écriture a beaucoup dérangé. Elle a beaucoup dérangé, qu'il n'a pas été bien accueilli et par les camarades, c'est-à-dire les autres réalisateurs. C'est-à-dire ils n'ont pas vraiment bien accueilli sa manière d'écrire et puis sa manière de voir la société. Parce que c'est une manière un petit peu qui dérange. C'est vrai. Elle critique un peu la société marocaine, la bourgeoisie et aussi la classe moyenne qui cherche aussi à s'embourgeoiser à tout prix, quitte à ce qu'on vend ce qu'on a de très cher, c'est ses enfants. C'est sa fille Sophia. C'est-à-dire qu'on est prêt à fermer les yeux sur quelque chose qui est abject, que la société doit punir, qui est le viol. On peut accepter que sa fille soit violée pour la simple et unique raison que le violeur n'est autre que l'associé professionnel qui va aider le père à monter socialement. Et c'est ça ce qu'elle montre dans son film. C'est ça. C'est-à-dire, on est prêt, entre guillemets, à subir des choses pour monter socialement. Et ça dérange un petit peu dans le sens où, quand on va voir la première séquence d'exposition, elle expose ça. Dès le début, elle montre celui qui est important. D'ailleurs, donc le film, il parle un petit peu de la famille, de la mère de Sophia, qui est mariée à un homme qui s'appelle Fawzi, c'est aussi Fawzi Ben Saïdi, et Fawzi n'a pas de travail, il ne travaille pas. Et donc la sœur de la mère de Sophia, c'est-à-dire sa tante, va s'associer avec Fawzi et Ahmed, donc un homme aussi qui est riche, Ahmed c'est un homme marié, c'est lui qui va abuser de leur fille. Ils vont s'associer, donc il y a la mère de Sophia, sa sœur, et Ahmed, donc le promoteur, qui vont chercher à s'associer pour monter un projet. Et donc la scène du film commence par ça, l'exposition. Alors oui, donc Sophia, pour moi, ce que j'essaie de raconter dans cette introduction, c'est un espèce, je commence même avec une caméra très large, et c'est un espèce de tableau dans lequel on entre par un travelling avant très lent, et on entre à l'intérieur de ces tables. Et ce qu'on voit, c'est une jeune fille qui est debout, qui
qui sert les gens, qui fait des allers-retours entre la cuisine et le salon. Et limite, on pourrait se demander qui elle est, et on comprend au bout de quelques minutes qu'en fait c'est la fille et non pas une jeune fille qui est employée pour servir les invités. En fait, on comprend que en fait c'est une fille de bonne famille, qui elle est au service des siens, de sa famille, et que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui veut voilà être au service des siens, faire en sorte qu'ils soient bien, etc. Qu'elle a le souci en tout cas de bien faire. Ici, ce qui se joue en fait dans cette séquence, c'est le deal financier qui va permettre à la famille de Sofia de s'élever économiquement et socialement. Et c'est une scène aussi d'exposition qui va nous permettre de caractériser en fait les différents personnages à l'intérieur de cette même famille et leur fonction sociale. Donc Sofia, sa cousine avec les différences qui existent entre elles, la tante, donc la mère de la cousine, qui est en fait c'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui investissent, et c'est et les parents de Sofia sont ceux qui poussent la tante à investir. Donc on comprend qu'il y a un rapport aussi de besoin entre les parents de Sofia et la mère de Lena. Et puis il y a cet homme d'affaires, Ahmed, qui est celui qui va en fait sortir, dont la fonction en fait est de sortir les parents de Sofia de leur propre structure sociale. Et on comprendra d'ailleurs à la fin du film que c'est pour ça que elle ne révélera pas son identité en tant que son agresseur et son violeur. Donc voilà, c'est une séquence qui va simplement nous permettre en fait d'identifier le rôle de chacun et les caractéristiques en fait de chacun, même les caractéristiques sociales de chacun, puisque le cœur du film et le sujet, c'est bien ça, c'est en fait comment comment en fait ces trois différentes structures sociales, la classe en tout cas ici, entre la classe moyenne et la bourgeoisie vont se jouer. Ensuite, pourriez-vous nous parler de Merci Myriam au carré. Donc voilà, elle a tout dit dans cette scène. Pourquoi j'ai choisi trois scènes? Parce que quand on écrit le scénario, il y a 3 actes, acte 1, acte 2, acte 3. Donc ça, c'est vraiment Maki, d'autres. Cette fille, vraiment, les gourous du scénario parlent de ces 3 actes. Donc il y a vraiment 3 scènes qui me semblent très importantes dans le film. Le film, donc, bien sûr, il y a la caméra, elle bouge pas, donc on a un petit peu le fait qu'elle bouge pas, c'est aussi très révélateur de la situation, c'est statique, même dans la société marocaine, c'est des choses sur lesquelles on est assis, on bouge pas, on y croit vraiment à l'ascension sociale. C'est-à-dire que, si vous avez vu la scène du repas, il y a Fouzi et sa femme. Fouzi, il est Fouzi Ben Saïdi, il est toujours à l'extrême droite. Enfin, dans tout le film, c'est que le personnage, c'est un personnage qui, c'est-à-dire là, ce qu'elle a dit, Myriam Melbach, c'est un peu comment il voyait le film quand elle l'écrivait et comment elle l'a passé à l'écran. Donc, on voit que Fouzi, c'est quand même un personnage qui cherche aussi à monter dans la société. On a Ahmed, le personnage qui a abusé de Sofia, qui est toujours en face de Sofia. Et à un moment, carrément, on aura une image où Ahmed est entre Sofia et Lena, sa cousine, c'est-à-dire que même au niveau de la manière, de la place de la caméra, comme dit M. Nordin Saïd, est très important. C'est-à-dire que pendant tout le film, on va croire que Sofia a eu une relation avec un autre homme, pas avec ce monsieur. Mais dès la scène de l'exposition, Myriam Melbach met en valeur Ahmed et elle le met dans son rapport de distance face à face avec Sofia. Déjà donc sur le plan de l'écriture cinématographique, il y a déjà une préparation de ce qui va arriver, ce qu'on va savoir à la fin du film, que finalement Sofia n'a pas eu cet enfant avec un garçon qui s'appelle Omar, parce que quand elle va vouloir accoucher, ses parents vont lui dire de qui est cet enfant. Elle va dire oui, c'est un garçon que j'ai rencontré, il s'appelle Omar Saïdou. Elle va donc accuser Omar Saïdou d'être le père.
Et donc, elle ne va pas avouer l'identité du vrai violeur, c'est lui. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on va être un peu mené en bateau par Sophia. Elle ne va pas nous dire qui est vraiment le père de ce bébé qu'elle porte. Elle va nous faire croire, comme on dit, on va le voir tout à l'heure. Donc, cette scène d'exposition est très importante parce qu'elle met un petit peu, elle insère, ce qu'on appelle les inserts, elle implante vraiment le personnage qui est responsable. Et c'est lui donc qui parle. Et donc, ça c'est une scène très importante. Si vous avez vu aussi les dialogues, qu'est-ce qu'il avait dit Fouzi, le Bentou? Il lui a dit, avec Benti, قشري هاد الهندية الخال كل عمك حمد ولا شي حاجة. Donc voilà, déjà la seule phrase qu'il va prononcer, قشري هاد الهندية, la figue de barbarie. Moi j'en ai parlé à Mariam Ben Bark, j'ai dit pourquoi. Donc on a parlé de cette figue de barbarie, c'est ça. Alors c'est lié à l'accouchement, c'est lié à la douleur, donc chouk, c'est quand même, ça pique, il est piqué, et pour le fait d'être piqué, on va sortir le fruit de ce qu'il a piqué. Donc il y a quand même on nous place, c'est-à-dire donc l'ijaba min firme dialogue. Donc déjà, c'est aussi même dans les dialogues que Mariam Ben Bark a écrit dans son texte, ce sont des phrases qui ont du sens et qui vont permettre par la suite, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est le père. Parce que par la suite, elle va leur dire, c'est un garçon que j'ai rencontré, et puis voilà. Parce que quand elle va leur dire ça, les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire tout de suite? Il faut qu'on aille voir ce garçon, il faut qu'ils reconnaissent le fils. Voilà, donc, si vous voulez, cette scène, elle montre de manière indirecte qui est le responsable de ça. Et elle montre aussi la complicité, plus ou moins, des parents dans ce qui va se passer. Pour Sophia, qu'on va un peu exploiter, même au foyer, c'est elle qui va chercher, qui fait l'aller-retour, la cuisine, le salon. Donc, Sophia, c'est comme une bonne. Elle n'est plus comme une fille, elle est comme un objet qu'on va exploiter pour monter socialement. Alors que Léna c'est sa cousine, elle a fait ses études de médecine. Il y a Ahmed et sa femme, donc on voit que c'est un homme marié, etc. Voilà, donc cette scène, elle va. Donc juste après cette scène, on va à une autre scène qui est très importante. C'est celle où on va chez la famille du garçon que Sophia a accusé d'être le père. C'est Omar Saidou. Donc pareil, donc toujours la caméra fixe. Donc bien sûr, il y a des plans larges, etc. Mais toujours la caméra fixe. Et puis dans l'autre scène, on va voir vraiment une mise en scène théâtrale. On va voir les parents de Sophia d'un côté, les parents de Omar Saidou de l'autre, en face, et puis au milieu, il va avoir Sophia avec Léna et le bébé. Donc il y a vraiment une mise en scène. On peut passer ce que dit Mariam Ben Bark sur cette scène, qui me semble, ce qu'elle dit est judicieux, et on va voir pourquoi la caméra est fixe et elle ne bouge pas. Et puis pour vous introduire, la maison se trouve dans la Médina, la maison de Omar. C'est vraiment un quartier populaire de Casa. Et ça se passe vraiment dans Casa, et vraiment, après tu arrives, et la maison, elle est très simple, modeste, etc. Ouais. L'écriture de la séquence, quand les parents sont allés voir pour la première fois la famille de Omar, et de la mise en scène. Alors, cette scène est cruciale dans le film, d'abord parce que c'est la séquence du deal qui va être fait entre la famille de Omar et la famille de Sophia. Et c'est la séquence où le destin de Sophia va s'écrire. C'est la séquence aussi où on découvre pour la première fois Omar et sa famille et leur propre structure sociale.
Et c'est la séquence par laquelle on va comprendre comment se jouent les rapports de force et de pouvoir entre chaque catégorie. Et cette scène-là raconte donc le cœur du film, le sujet même de mon film, une société qui pour moi fonctionne comme un grand jeu d'échecs, où chacun en fait pose ses pions pour faire avancer ses intérêts. En réalité, je ne crois pas que ce soit vraiment quelque chose de typique à la société marocaine. Le film se passe au Maroc, mais c'est pour moi quelque chose qui est très universel et qui en fait existe aujourd'hui dans tous les pays et toutes les sociétés. Ce rapport en fait économique de pouvoir et comment en fait voilà ce rapport de pouvoir en fait peut s'inscrire entre les gens. Et pour la mise en scène, je cherchais quelque chose de très simple, mais ça de manière plus globale à travers le film, mais davantage dans cette séquence-là. J'avais envie en fait d'une caméra fixe, de jouer en fait sur le face-à-face et de séparer les deux familles. Donc il y a les familles la famille de Omar qui va exister comme un tronc et qui va être filmé seul en fait comme un tronc. Et puis en face, la famille de Sofia qui va, elle aussi, être filmée ensemble, comme un tronc, comme un groupe. Et puis la caméra, ensuite, s'attardera sur Sofia et la cousine, le bébé, qui sont, elles, seules. Et donc, en fait, ce face-à-face entre les deux, pour moi, ça permet d'installer un truc presque comme un western, quoi, en quelque sorte. C'est vrai que ça se passe comme un duel, comme un western, hein, qui va dégainer le premier, qui va sortir le pistolet le premier, et donc c'est ça le face-à-face. Et l'objet du duel, c'est le bébé qui est entre les deux, et donc c'est vrai, c'est très bien filmé, c'est très bien présenté. Donc alors la scène, on a vu un petit peu un morceau, c'est vrai, c'est une scène cruciale dans le film. On a un petit peu une caméra fixe. C'est très important parce que elle l'a dit elle-même, Mariam Al-Bark, c'est parce que c'est les traditions, ça bouge pas, c'est quelque chose d'immuable, et donc la société est comme ça. Et puis la rencontre se déroule de la manière suivante. Donc les parents de Sofia arrivent et sont à droite, ceux de Omar ils sont à gauche, assis l'un à côté de l'autre, et puis chacun croit qu'il a raison. Et puis on a le silence, et puis à un moment, il faut qu'il y ait un personnage qui va dégainer, c'est Raouia, c'est la mère de Omar. Et Raouia, c'est une femme aussi qui représente un peu une mentalité marocaine, une personne qui a envie aussi de s'en sortir de la vie qu'elle mène avec ses enfants, étant donné que son mari est mort, et elle est seule avec sa fille, son fils et le petit à subvenir aux besoins de la famille. Et donc, Raouia, elle va plus ou moins faire en sorte que, même si elle croit elle aussi que son fils n'est pas l'homme responsable, elle va faire aussi comme si c'est lui, parce qu'il a envie de s'en sortir, parce que si son fils se marie avec cette famille qui vient d'être ici présente devant eux, c'est aussi pour eux une manière de s'en sortir. Et donc, elle va poser des questions dans la séquence, qu'est-ce que vous faites ? Quel métier, d'où vous venez, etc. Et puis on va voir que Raouia, la maman de Omar, donc on voit Omar n'est pas content bien sûr, elle est pour l'acceptation de ce bébé, même si le fils dit que c'est pas mon bébé. D'accord ? Et donc dans cette scène, on voit quand même que la société marocaine, les gens pauvres essaient de s'accrocher pour réussir, les gens moyens aussi essaient de s'accrocher à ce qui est plus haut pour réussir socialement. Alors, donc, finalement, le mariage va être décidé. Pour situer cette scène, elle vient juste après l'aveu de Sofia, comme quoi Omar n'est pas le vrai père. Mais le mariage était déjà décidé, c'est la veille, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qui va se réunir ? Ce sont les femmes. Elles vont se réunir pour décider. Et Sofia, donc le décor, c'est la mer, l'eau, la mer c'est... Donc il y a des vagues. Donc Sofia les a menés en bateau, donc pendant tout le temps. C'est maintenant qu'ils savent que c'est le vrai père, c'est Ahmed, l'associé du mari de la tante, etc. Et donc Sofia a mené en bateau toute la famille. Maintenant, tout le monde est au courant. Les femmes,
elles ont donc pu accéder à ce secret. Maintenant, comment elles vont réagir? Léna, elle a une mentalité européenne, jeune. Bon, elle, il ne faut pas faire ce mariage, le violeur doit être en prison. Léna, mariée à Jean-Luc, un Français, etc., elle, bon, c'est elle qui décide pour la famille, parce que c'est elle qui finance, donc elle aussi, elle va dire, on va accepter, on va les faire en sorte comme si... La maman, Zineb, bon, pareil aussi, elle ne va rien décider. Mais ce qui est très important ici, c'est Sophia. C'est la métamorphose de Sophia. Sophia, pendant tout le film, était habillée de manière très simple, jilaba zarqa, t-shirt zaraq, jean. Elle était habillée de manière pauvre, si vous voulez, simple. Mais ici, elle est habillée de manière plus moderne. Donc voilà, il y a des... Pourquoi ? À mon sens, et on va écouter Mariam Banbar tout à l'heure, c'est que Sophia, elle a compris comment ça marche la société. Et que pour arriver, il faut faire comme ça. Et donc, elle a accepté de faire comme sa tante, c'est-à-dire, vous êtes devenue femme riche grâce à vos maris, ben moi aussi je vais devenir riche grâce à Ahmed, et je vais aider Omar à s'en sortir socialement, mais je veux être aussi une femme, et je vais paraître en société comme les autres. Et donc, elle va un petit peu épouser cette manière de vivre, d'accepter de vivre comme ça, pour paraître en société comme une femme épanouie, etc. Et donc, il y a une métamorphose de Sophia, et Sophia, qu'on croyait au départ victime, manipulée, finalement, elle aussi, elle est devenue actrice, et c'est elle qui veut que le mariage ait lieu, et c'est elle qui insiste, qui essaie de convaincre, etc. Donc, même sa cousine ne comprend pas, finalement, sa cousine qui essaie de l'aider, de trouver des solutions pour l'accouchement, etc. Elle-même, elle tombe de nues, elle se dit, mais elle m'a menti. Ma cousine m'a menti. Bon, on connaît les mensonges, les secrets dans la société marocaine, parce que là, le film, il pointe quand même les secrets, les mensonges dans la société marocaine. Donc, il critique la société dans ce qu'il y a de très profond. Bien sûr, ça aussi, c'est... Et donc, le décor, il est révélateur, le jeu des personnages, le mouvement, etc. est très important. On va écouter peut-être Mariam Banbark, si tu veux. Merci. Et pardon, je reprends l'enregistrement parce que ça a coupé. Donc, je disais que ça installait un peu... J'avais envie d'installer quelque chose un peu presque de l'ordre du western... et que c'est ce qui en fait permet d'apporter au final à cet endroit du film, et on en a besoin à cet endroit du scénario, un moment de respiration et presque de comédie, parce que ce qui se joue en fait est extrêmement grave, mais pourtant le jeu et des acteurs et le jeu de la caméra qui est très statique, comme je l'expliquais, avec ces espèces de face à face, plus les silences, les regards qui traduisent les mépris, etc. Il y a quelque chose en fait d'extrêmement absurde qui en ressort. Après, il y a des choses aussi qui se jouent sur certains codes aussi de voilà. On offre le thé avant de discuter de choses importantes, avant de sceller le destin de Sophia, et il y a un peu, voilà, j'avais envie de jouer en termes d'écriture de ces règles sociales-là pour en faire quelque chose de presque absurde en fait. Ensuite, pourriez-vous nous parler de la dernière scène, celle où les femmes sont réunies et près de la mer pour prendre une décision? Oui, alors là, c'est suite à la séquence de révélation où on apprend que Sophia a été violée et que Omar n'est pas le père. Ici, la vérité a éclaté. Et dans cette séquence-là, en fait, c'est les masques qui tombent. Ce qui m'intéressait, c'était justement de déjouer par ce twist final tout ce qui était attendu. Donc pendant tout le film, on nous a raconté que Sophia était une jeune fille de bonne famille, la jeune fille transparente, etc., que l'on a vu au début du film. Mais en fait, ici, on comprend qu'en fait, Sophia, elle est beaucoup plus intelligente que ce qu'on a pu penser d'elle, et qu'en fait, Sophia, elle a compris bien plus que tout le monde ici le mécanisme de la société, ce jeu d'échecs dont je vous parlais. Elle l'a d'ailleurs beaucoup mieux compris que sa cousine, qui semblait alors tout le long du film être celle qui maîtrisait, mais qui ici apparaît à travers une figure au final très naïve, voilà, celle qu'on croyait être ouverte, moderne, etc.,
en réalité, on comprend aussi ses limites parce qu'elle a aussi quelque chose qu'elle impose avec une certaine violence à sa cousine. Elle impose en fait sa propre réalité à Sofia, sa propre réalité à elle, cette réalité dans laquelle elle a grandi, dans une espèce de cage dorée et pour laquelle en fait les choses sont faciles. Et on voit bien ici, on comprend ici qu'en fait elles n'ont pas été biberonnées de la même manière, elles n'ont pas les mêmes codes, elles n'ont pas joui des mêmes libertés parce que chacune a vécu en fait sa vie avec des codes très différents. Et on comprend ici le privilège dont Léna elle a joui toute sa vie et dont Sofia n'est pas en mesure de jouir. Et d'ailleurs, là il y a l'incompréhension entre les deux, quoi. Donc voilà, ici on comprend que Sofia, elle a dû prendre des décisions qui sont moralement discutables, non pas parce qu'elle est manipulatrice, parce que penser ça, ce serait en fait comprendre le film de manière au final très superficielle, mais plutôt parce que la société l'a poussée à prendre des décisions qui sont moralement discutables, parce qu'elle a compris comment fonctionnait la société. Et elle joue en fait avec les cartes que la société lui donne, ni plus ni moins. Et c'est quelque chose que en fait sa cousine n'est pas en mesure de comprendre parce que elle a vécu dans un cadre très privilégié où elle a jamais eu en fait à prendre des décisions moralement discutables, très clairement. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ces réponses vous auront un petit peu plus éclairé et j'espère aussi que le film vous aura plu et merci encore d'être venu découvrir le film et d'être venu en discuter. Et à très bientôt. Donc, oui, en fait, peut-être elle a cru qu'on allait projeter tout le film. Hein. C'est pour ça, elle savait pas. Voilà. Donc, mais je pense que le film, il est disponible sur Netflix pour ceux ou celles qui veulent le voir. Il est vrai que Sofia donc après, je vous donnerai la parole pour réagir, bien sûr, parce qu'on est là plus pour débattre et discuter, parce que je pense que le débat est très enrichissant des deux côtés. Je pense que il y a Sofia et Léna, hein, donc Sofia et Léna, les deux femmes. Léna, c'est la cousine, c'est la fille de Jean-Luc qu'elle a eu avec Lubna Azabal. Bon, dans le film, elle a un autre prénom, mais elle s'appelle Lubna Azabal. C'est une franco-belgeo-marocaine. Donc, il y a Léna qui représente la marocaine métisse qui a vécu en France, et puis Sofia, la marocaine pure, qui a une mentalité. Bon, voilà, ça veut dire qu'on a un petit peu le fruit du contexte dans lequel nous vivons. Et donc finalement, qui est le plus intelligent? Est-ce que c'est Sofia ou Léna? Finalement, c'est Sofia qui est la plus intelligente à la fin parce que donc elle a mené tout le monde en bateau, sa mère. Bon, alors et là donc on a un petit peu et puis Mariam Benbark, il est aussi, je pense, il a la double culture, me semble-t-il, parce qu'elle vit entre le Maroc et la France. Et il a donc ce regard français sur le Maroc et il a aussi ce regard marocain sur le Maroc. Et c'est ça, c'est cette duplicité du regard qui fait qu'on a donc Léna et Sofia qui ont deux manières de voir les relations conjugales, extra-conjugales et puis aussi les relations sexuelles par la force. Et puis on a aussi la maman de Sofia qui vraiment, d'ailleurs si la réalisatrice ou la scénariste était là, c'est une mère froide, pas de sentiments, pas d'émotions, elle parle pas dans le film. Donc, presque tout le film il est froide. Elle est vraiment, même dans la relation qu'elle a avec sa fille, à aucun moment elle va la prendre dans ses bras. Et donc c'est Léna qui jouait le rôle de la mère, en fait, dans le film. C'est elle qui, vraiment pendant les moments les plus durs, où elle va accoucher, où elle va être malade, c'est pas la maman qui était proche d'elle, c'était Léna. Et donc on voit un petit peu une mère qui est à la fois, à mon avis, à la fois complice et en même temps, elle comprend en même temps, c'est-à-dire comme si, parce que quand est-ce qu'en fait, ça on le voit dans le film, quand est-ce qu'Ahmed va abuser de Sofia? C'est pendant un voyage que la maman a organisé avec son mari en invitant Ahmed à la maison. Donc, est-ce qu'il y a une complicité de la mère? Et c'est ça.
Et ça, c'est ça qui est grave. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a presque comme une complicité de la mère, comme une maman qui a organisé, qui a orchestré tout cela pour que son mari puisse accéder au pouce. C'est ça qui est grave. Et donc, on a un peu... Et donc, la Sophia, c'est pour ça la mère dans le film, elle est froide, vraiment, à aucun moment, elle exprime... Même à la fin, là, vous avez vu, elle parle pas. C'est à Sophia de décider. Parce que même elle dépend de sa sœur Léna, et c'est Léna qui de sa sœur plutôt Zineb, c'est elle qui va les financer, la maman de Léna. Et donc il y a un petit peu une relation avec la mère qui est un peu ambiguë, une mère qui est un peu ambiguë. Il y a quand même une critique de la maternité dans le film. Une maman qui, complice de la mère, et ça dans les sociétés où il y a le viol toujours, on dit c'est toi qui l'as voulu, tu l'as voulu, donc c'est toi. Donc on essaie de rendre la personne violée responsable du viol qu'elle a subi. C'est ta faute si tu as été violée parce que c'est toi qui étais comme ça, c'était comme ça. Et ça, c'est la société marocaine, voilà. Et je pense qu'il y a ça dans notre société, c'est-à-dire pour un peu se déculpabiliser, on dit c'est pas la faute à Ahmed, c'est ta faute parce que c'est toi qui... Et donc, finalement, on a une mère, moi, vraiment rare quand on entend la mère parler dans le film. Il y a même une scène où Sophia était au commissariat, elle s'occupait du bébé, et il était froide avec sa fille, distante, toujours froide. Et à un moment, Sophia va dire à Léna, j'ai froid, et c'est Léna qui va... Alors que sa maman était juste à côté d'elle. Donc il y a vraiment cette frigidité sentimentale qui caractérise aussi le personnage de la maman et qui quand même pointe du doigt un problème dans la société. Voilà, merci. Merci Monsieur Ayoub Bouhefo pour ce bel exposé et cette analyse bien sûr du film de Sophia et aussi merci pour les extraits que vous nous avez préparés et je crois que c'est plus clair maintenant parce qu'il y a à chaque fois des illustrations, il y a des exemples concrets vraiment. Je vois ici parmi nous des étudiants et des gens que je reconnais bien sûr. On va ouvrir le débat tout de suite. Oui. Oui, merci beaucoup. Je suis juste frappée par une chose. Là, vous avez dit, parce que moi j'ai vu le film il y a un moment, je ne me souviens pas de tous les détails, mais il y a une chose un petit peu qui me frappe, parce que vous avez dit qu'elle est maligne, elle veut accéder aussi à une certaine catégorie sociale, enfin, monter dans l'échelle sociale, mais je ne vois pas comment elle va monter dans l'échelle sociale en épousant un pauvre bougre qui n'a rien demandé, ça d'une part, et d'autre part, parce qu'à partir du moment où elle ne révèle pas à ce monsieur qui l'a violé comme quoi il a un enfant, donc je vois pas où est l'ascenseur social ici pour elle. Personnellement, ça me gêne. Il y a aussi une autre chose qui m'a gêné beaucoup dans le film, c'était le fait de montrer comme quoi la famille habite un quartier populaire, il parle un français extrêmement châtié, et je me souviens très très bien que dans le film, à un certain moment, la jeune Sophia a dit je ne sais pas très bien parler le français. Et je trouve ça complètement aberrant que des parents qui parlent aussi bien le français, que leur fille dise qu'elle ne sait pas parler le français. Qu'elle ne sait pas très bien parler le français. Enfin bon, c'est juste un détail moi que j'avais relevé dans le film. Je trouvais qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas très réalistes, quoi. Voilà. Maintenant, moi, comme j'ai dit à M. Khalid, j'aurais appelé ce film Le Sacrifice, si effectivement, et pas Sophia. Bon, mais moi, c'est mon avis de scénariste, c'est tout. Voilà. Et mes attentes, je ne vous le cache pas, mes attentes quand je suis arrivée, c'était de voir l'écriture féminine, une analyse de l'écriture féminine à l'écran. Là, j'ai remarqué qu'on a plus analysé le film en lui-même que l'écriture féminine, de l'écriture féminine à l'écran. Voilà. Moi, donc il y a 3 questions. Voilà. Première d'abord. La première. Donc je réponds parce que j'ai pas de stylo pour noter. Je réponds dire. La première question, elle ne voit pas l'ascension sociale. Si elle est dans le fœtus et dans le bébé, ce bébé il va grandir. La famille sait que ce bébé appartient à Ahmed l'associé. Ben oui. Et on ne peut pas le dire. Si Omar sait que c'est pas son fils, vous qui avez vous avez vu le film. Si quand même ce bébé, il va pas rester bébé, il va grandir.
il va ressembler à quelqu'un. On va voir cet enfant grandir. Le père, qui c'est qui est le père? Les mamans. Il y a un moment, ça va se... Et puis Sophia le sait. Et Ahmed, le père, le vrai, le sait. Et Omar Saadou le sait que c'est pas lui. Donc, il y a le secret, il est là. Mais on va le partager, mais on le sait. Et donc, le jour où on va dire à Sophia, d'ailleurs, Omar Saadou, il va être recruté dans l'entreprise de la tante de Sophia. Le jour où on va dire à Sophia, mais de quoi tu parles? Si, moi, je vais te dénoncer tout. Donc, il y a quand même ce bébé qui va grandir, et en grandissant, les problèmes vont grandir. C'est une bombe à retardement. Ben oui. On verra dans 20 ans. Vous êtes scénariste quand même. Il y a quand même cette question. Vous êtes scénariste quand même. Elle va porter le bébé de celui qui va. C'est un bébé garçon ou fille? C'est une fille peut-être. C'est une fille. Amel, c'est une fille. C'est une fille. Ça me semble que c'est une fille. Amel, je pense qu'elle s'appelle Amel. Donc. D'ailleurs, Omar Saadou, il va le dire Omar Saadou va dire que je vais me marier avec vous, Sophia, mais je ne vais jamais vous aimer. Il va le dire. Donc, et puis je pense qu'elle va monter socialement parce que... Vous avez perdu l'association de son père avec... Oui, c'est ça, je pense. C'est ça la censure. Dans justice, perdre l'association des deux. Si elle l'attaque en justice... Et Fawzi, c'est son père. S'il se fait l'argent avec Ahmed, c'est pour tout le monde. Alors la deuxième question, c'était l'écriture. Non, ça c'est la dernière. Le manque de réalisme. Oui, Le manque de... Ah oui, par rapport à... je pense que Fawzi Ben Saïdi, il ne parle pas en français, ni sa femme qui ne parle pas beaucoup dans le film. Il n'y a pas vraiment... Par contre, la tante, oui, elle parle très bien, la tante. Fawzi, il a dit, Afaka Benti, il parle un français quand même de quelqu'un, voilà, qui a un niveau bas, qui n'a pas vraiment un français châtié ou pas... Donc, je ne pense pas qu'il y a un français... La mère, elle ne parle pas beaucoup. C'est la tante qui parle beaucoup. Oui, donc la mère, elle ne parle pas beaucoup. Oui, ça c'est un truc. Donc oui, elle est traitée comme ça. Donc d'ailleurs, même je pense Mariam Benbar qu'il a répondu à cette question par rapport à l'écriture. Alors l'écriture, il y a l'écriture, le sens le plus simple. J'écris un scénario, mais il y a aussi l'écriture pour porter le texte à l'écran. Je pense que pour écrire, il faut penser ce que je vais écrire. Et je pense que dans les réponses de Mariam Benbar, il y a ça aussi. La manière de structurer le débat, c'est aussi une écriture. Acte 1, acte 2. Moi, ce à quoi je m'attendais, c'est, puisqu'on parle d'écriture féminine et de l'écrit à l'écran, ça veut dire qu'il y a une écriture masculine. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a fondamentalement une différence entre les deux? La semaine prochaine, on fera un truc sur l'écriture. La prochaine conférence, ça va être l'écriture masculine. Parce qu'on voudrait savoir quelle est justement cette différence, est-ce que ça transparaît? Moi je suis psychologue de formation par ailleurs, et moi je pense que l'écriture, que ce soit féminine ou masculine, on règle toujours son compte avec l'autre sexe quand on écrit, quelque part. Surtout quand on a des comptes à régler avec lui. Et ça transparaît dans l'écriture féminine vis-à-vis de l'homme et dans l'écriture masculine vis-à-vis de la femme. Je le pense sincèrement. Tout dépend du vécu que l'on a, les uns et les autres, par rapport à cette écriture. C'est-à-dire que ce vécu, il transparaît toujours. On met toujours beaucoup de soi dans un écrit, même quand on prétend que c'est un roman ou que ce n'est qu'un scénario, que c'était de la fiction. Moi, je pense qu'il y a toujours énormément de parties de réel et de son vécu par rapport à l'homme concernant la femme et de son vécu par rapport à l'homme concernant la femme. Donc moi je pense que ça transparaît toujours. Et je crois que c'est là qu'est la différence fondamentale. Moi j'aurais souhaité qu'on parle de Kid Nissa, par exemple, de les Abdelaziz, parce que là, on a confondu aussi un peu le scénariste et le réalisateur. Donc si on parle d'écriture, est-ce que d'écriture filmique ou d'écriture littéraire? C'est-à-dire que du scénario ou est-ce que aussi du scénario et de la réalisation? Oui, donc si j'ai bien compris, donc bon, c'est vrai, il y a
dans le mot écriture, on peut écrire avec une caméra, on peut écrire avec le son aussi. On peut écrire. L'écriture, c'est pas avec le stylo, je peux écrire avec ma caméra, j'exprime. Et le choix de Mariam Benbach, c'est un choix où il y a tous ces éléments du texte à l'écran. Déjà, Mariam, il a écrit et il l'a porté à l'écran. C'est pas un autre réalisateur qui l'a réalisé. Donc c'est pour ça j'ai dit du texte à l'écran. C'est-à-dire depuis l'idée, le concept, l'écriture, et d'ailleurs il a passé 1 mois pour écrire ici, et puis il l'a réalisé. Donc c'est ça, donc l'écriture, il y a un travail qui est réfléchi. Donc je ne parle pas de l'écriture de scénario tout simplement, mais je parle de l'écriture cinématographique. Ouais, allez-y madame. Quand vous avez parlé tout à l'heure que un des thèmes abordés est la différence entre les classes sociales et comment les classes sociales défavorisées se battent pour essayer de s'élever. Et elle a dit, ou vous-même, que c'était un thème universel. Et ça m'a fait beaucoup penser au film Parasite, au film coréen Parasite. Et quand on avait vu ce film ensemble, rappelle-toi, j'avais dit un remake marocain serait incroyable aussi. Et je trouve, je voulais juste dire ça, que c'était un beau thème et universel. Quand vous avez dit que ce film avait dérangé un peu au Maroc, le Maroc n'a pas à se sentir dérangé de ça parce que c'est partout dans le monde, je pense. Je pense qu'il a un petit peu été... Oui, non, vous avez tout à fait raison. L'idée de l'ascension sociale, c'est présent partout. On veut toujours... je pense que Mariam Benbach, à mon avis, il a dit que c'est universel en même temps parce qu'elle sent qu'elle est critiquée aussi au Maroc. Parce qu'on va dire, oui, mais Sophia, c'est une femme de ménage, c'est une fille comme une bonne, mais c'est pas comme ça. On va dire, oui, bon, il y a un petit peu une réception négative. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Ayoub Bouhouhou, mon ancien professeur. J'étais étudiant à la faculté des lettres et des sciences humaines. Et aussi, même si on a arrivé un peu en retard, j'ai pu retenir quelques éléments. Et la première chose, je vais commencer par le fait je remarque qu'il y a une sorte de... on essaye de donner une image, donc je dirais plus ou moins fausse, de la société marocaine. Pour quelle raison? Tout simplement de la réaction de Sophia. Alors, quand on dit réaction de Sophia, on va essayer un petit peu de faire un parallélisme entre Sophia et Sophie en tant que terme philosophique. Et quand on dit Sophie, c'est la sagesse. Et c'est à partir de là que je me demande où est la sagesse dans la réaction de Sophia. Et merci. Ouais, c'est vrai, il y a une sagesse marocaine, quoi. À la marocaine, quoi. C'est un code marocain. Elle l'a dit d'ailleurs là, il y a les codes marocains et la sagesse veut que on cache, on garde des secrets et on ment dans les relations, et on vit dans le paraître et on vit pas dans l'amour. C'est ça aussi dans la société marocaine. Alors bonsoir tout le monde. Ça nous manquait ces petites conférences depuis le temps. Moi, c'est pas une question que je vais poser, mais plutôt un constat par rapport à ce film. On parlait d'écriture féminine. Je crois que Mariam Benbach a voulu valoriser la femme parce que pour moi, une société démontrée de cette manière, on le voit depuis la première séquence au niveau de la table quand il mangeait. Le choix de la parole masculine a été un petit peu dévalorisé par rapport à la femme. Parce que les femmes, c'est elle, je parle de Léna, c'est elle qui a pris la parole au niveau de la société. Une association, c'est elle qui avait donné son accord au départ à table. Donc on voit depuis le début que ce sont les femmes qui décidaient. Au niveau de la mère de Omar, ça a été la même chose. C'est la mère qui parlait au nom de Omar.
On voit au niveau de la dernière décision pour le mariage, on voit qu'il n'y avait que des femmes qui étaient à la terrasse. Donc, ce que je pense que Mariam Ben Barka a voulu nous montrer que la femme, elle aussi, pouvait décider, prendre des décisions, et surtout que Léna est la sœur de la mère de Sophie, et pourtant la mère de Sophia a été complètement effacée. Elle était spectatrice parce que elle n'était pas. Je pense que c'était la plus grande. Elle était plus grande que Léna. Et pourtant, c'est Léna qui prend les décisions par rapport à son niveau social. Et je pense que Sophia a été obligée, dans des cas pareils, de prendre une décision pareille pour pouvoir sauver la face et essayer de remonter un petit peu le niveau social. Donc Mariam, je pense qu'a voulu exactement, dans toutes les séquences qu'elle a démontrées, c'est plutôt la femme, valoriser la femme et dire qu'elle pouvait prendre des décisions. Et les hommes étaient complètement effacés au niveau de décisions de mariage, décisions d'association, etc. C'est plutôt un constat au niveau du film. C'est un très beau film. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. C'est vrai que les hommes n'ont pas pris des décisions. C'est les femmes qui sont derrière la réussite masculine. Donc, il y a quand même, c'est vrai, Mariam Ben Barka rend hommage à ces femmes qui essaient en quelque sorte de protéger les hommes et de les aider à réussir socialement. Il y a ça aussi dans la société marocaine, c'est-à-dire que la femme, toujours, elle est là pour aider son mari, pour réussir, donc même si parfois ça pèse. Et d'ailleurs, Sophia, c'est elle qui va aider son mari Omar à trouver un travail. Voilà. Merci. شكرا أستاذ أيوب على هذا الشرح المفيد. الحقيقة هنا تيبان لنا الخلاصة بأن الصراع بين الطبقات، الطبقة الفقيرة والغنية، هو المال. هذا المال هو اللي جعل لنا واحد الامتياز باش الضحية تختار واش هي ضحية ولا ماشي ضحية، والمساواة في هذه الضحية بين الرجل والمرأة. بالنسبة للبطلة صوفي وبالنسبة للعمر، يعني تولى هما ضحية وبفضل المال تقلبوا من الدور تاع الضحية ولاو مستفيدين مانيبيلاتور. فهمتي، هذا هو النهاية اللي استخلصت انايا. وشكرا. هذا هو الخلاصة اللي نكون واقفين على الخاتمة ديال. Donc je vous remercie, madame, et donc on va laisser la parole à Mariam pour conclure. Oui, justement, merci. On va clôturer. Merci pour les belles interventions aussi. Sur ce, je vous dis bonne soirée. À très bientôt pour une prochaine rencontre Blogging Café le mois prochain. Merci, monsieur Ayoub. Et bien sûr, je remercie l'équipe de l'Institut français de la Maison de l'Animation pour nous avoir accueillis aujourd'hui.